Chapitre 2. Le monticule de chair empesté. Xanthin lui-même, qui pourtant avait enduré sans frémir les charniers les plus dépravés de la galaxie, avait les larmes aux yeux, ses yeux d'un turquoise éclatant à cause de la puanteur. C'en était plus que ne pouvait supporter l'équipage de l'exhortation. La plupart des mortels s'étaient bouché le nez à l'aide de pinces d'or ou d'argent, portant des bandes de gaz en guise de masque chirurgical, et respirés par la bouche. Certains avaient même fixé à leur visage une poche pointue remplie de narcotiques et de puissantes épices, qui leur donnaient l'allure de gros oiseaux sans ailes, tandis qu'ils manœuvraient sur le pont surpeuplé. Le monticule gênait le travail des équipiers, mais c'était nécessaire. Il était après tout bien plus important que n'importe lequel d'entre eux. Cette chose, que l'on appelait Gelia, faisait en réalité partie intégrante de l'exhortation. L'amas de chair était à la fois le cerveau, le corps et les muscles du navire, lui donnant la capacité de se mouvoir et de combattre. Il disposait des capacités cognitives nécessaires à calculer de complexes warp, et permettait à son maître de naviguer dans l'immatérium sans les services d'un navigateur de bord, ou presque. Techniquement, Gelia avait été un jour un navigateur, et Xanthin le savait. Née au sein de la maison des navigateurs Irili, elle était autrefois la plus jeune des filles de Resh Irili. La maison, ancienne et fiable, avait longtemps fourni des navigateurs aux petites entreprises de transport naval de Terra, mais les tendances hédonistes de Dame Resh l'empêchèrent de satisfaire d'une vie qu'elle estimait tout juste confortable. Toujours en quête de plaisir, elle s'était déguisée afin de quitter incognito le monde Trône, et avait usé de ses multiples talents pour arriver jusqu'aux bordures de la galaxie. Xanthin n'avait jamais rencontré Resh Irili. La dame avait péri au service d'un seigneur de guerre, lui-même mort depuis longtemps, et dont ne s'était pas fatigué à retenir le nom. Elle avait toutefois laissé un nombre considérable de filles, et parmi elles Gelia. La jeune femme était d'apparence tout à fait ordinaire, avant d'offrir son nom et son corps au warp. Elle était aujourd'hui un amas de chair pensante, puante et turgescente, dont les tentacules parcouraient l'entièreté de l'exhortation. Maintenir un navigateur au bord d'un bâtiment des Emperor Children était une tâche ardue. Certains succombaient à la folie, terrassés par la cacophonie de sons et de sensations saturant leur délicate perception psychique. D'autres se laissaient captiver, leur esprit abandonnait l'art minutieux de la navigation warp pour s'adonner aux douleurs et aux délices qu'offrait le monde réel. Xanthin en avait été témoin, et aux premières loges, usant de belles paroles et d'offrandes de quelques centaines d'esclaves, il s'était arrangé pour gagner audience auprès du danseur Osorari, jadis frère de bataille de la 3e, et aujourd'hui maître du cœur de sa propre bande de guerre. Conscient de la nature capricieuse du danseur, Xanthin avait amené l'exhortation au point de rendez-vous prêt au combat, armes parées, bouclier void chargé, mais n'avait trouvé aucun signe de la bande de guerre rivale en arrivant au lieu dit. Il découvrit le navire du danseur baptisé Vision de Splendeur plusieurs semaines plus tard, à moitié enfoncé dans la croûte d'une lune en bordure extérieure du système. Les fouilles de l'épave permirent d'exhumer plusieurs dizaines de cadavres transhumains, ainsi que des enregistrements Vox indiquant que le navigateur du Vision contemplait son reflet dans un miroir lorsque l'on fit appel à ses talents pour émerger de l'Empyréen en toute sécurité. D'après les archives, le dit navigateur s'admirait dans ce même miroir depuis un mois standard, et obligeait les esclaves récemment capturés à le nourrir et le laver, afin qu'il n'ait pas à détacher le regard de son reflet, ne serait-ce qu'une seule seconde. Xanthin avait du mal à comprendre ce qu'avait vu le navigateur, qu'il avait à ce point captivé. Il n'en restait plus grand-chose à présent. La majeure partie de sa face avait fusionné avec la roche de la lune. Si les navigateurs inféodés à l'Imperium tentaient aussi à muter au cours de leur carrière, ceux qui s'offraient aux bandes de guerre comme celle de Xanthin changeaient plus radicalement et de façon plus exotique encore. Les remous de l'immatérium tourbillonnaient et coagulaient afin de les transformer en des êtres particuliers. C'était ce qui était arrivé à Gelia. Xanthin en vérité ne se souvenait pas de la jeune femme lorsqu'elle était humaine. Elle avait vécu séquestrée dans ses appartements au cœur du navire et ne communiquait qu'avec le seigneur Euphoros et l'équipage du pont de commandement. Xanthin à l'époque n'était qu'un guerrier à la solde d'Euphoros, un guerrier respecté et digne de confiance disait-il, mais concentré davantage sur son propre avancement plutôt que sur les aléas qu'impliquait le commandement d'un vaste navire. Et lorsqu'il avait accepté Sanj en lui et arraché Euphoros le contrôle de la bande de guerre et de l'exhortation, Gelia avait déjà éclos, et c'était dans son état muté qu'il l'avait trouvé. Xanthin avait alors réfléchi à la possibilité de débarrasser le navire de Gelia dans le but d'effacer toute trace du règne d'Euphoros. Mais la créature était comme une tumeur métastasée dans tous les organes vitaux d'un corps, que l'on ne pouvait exciser sans tuer son hôte. Il fallait donc accepter la réalité de sa présence, et découvrir peu à peu l'étendue de son sublime pouvoir. Mais qu'est-ce qu'elle puait? Raedron, la sculpturale capitaine, avait réglé le problème d'une manière fort élégante,
elle s'était simplement amputé le nez. Des chairs cicatricielles toutes neuves occupaient le centre de son visage et remplaçaient l'organe incriminé. Rose et boursouflée, elle contrastait avec la peau blafarde de son visage et lui donnait de l'avis de Xanthine une expression de surprise permanente, accentuée par sa haute coiffe sophistiquée, un assemblage de petits anneaux et de boucles d'argent chatoyantes, fermement maintenues en place par des plumes magenta et bleu-vert piquetées dans son cuir chevelu. Raedron releva sa canne d'argent et aiguillonna le flanc de la masse frémissante. Le tas de chair couina et se ratatina au toucher avant de reprendre sa place dans un grognement contrarié. Enfin, la capitaine adressa la parole à Lama qu'elle venait de réveiller. « Nous avons été éjectés du warp de manière impromptue, dit-elle. Xanthine le Magnifique exige de savoir ce qui nous a ramenés à l'espace réel. » Aucune réponse ne vint. Raedron aiguillonna de nouveau le monticule. Gélia poussa un autre glapissement, puis des tréfonds de la masse informe surgit la grille d'un émetteur Vox. Une voix en sortit, nette et saccadée comme celle d'une machine mais ponctuée de gargouillis humides. Raison inconnue. Moteur warp désactivé. Cap incertain. Redémarrez le moteur warp et mettez le cap sur le point Mondville du système, ordonna sèchement Raedron. Impossible au Gargota Gélia. De complexes courants warp encerclent cette région de l'espace et empêchent l'ancrage sur le point de Mondville. Raedron renifla, agacé. Où sommes-nous demanda-t-elle. Elle s'adressa cette fois à l'équipage sur le pont et aux matelots assis non loin et partiellement connectés, à quelques cogitateurs ornementés. L'homme aux cheveux de feu, installé parmi eux, se pressa pour répondre. Les archives impériales les plus récentes ne font aucune mention de ce monde, madame. Des sources plus anciennes indiquent une planète du nom de Sérine, un monde agricole qui, d'après les documents, produisait les ingrédients essentiels à la fabrication de traitements réjuvénants. La population était à l'époque confinée dans des cités scindées en leur milieu par les lignes de nuages. Et de quand datent ces rapports s'enquina Raedron. De plusieurs siècles, madame. Raedron voulut poursuivre, mais Xanthine l'interrompit de sa voix grave et mit fin à toutes les autres conversations. Et cette population, dit-il, est-elle encore là? L'homme aux cheveux de feu, impressionné par son maître, osa toutefois lui répondre directement, quoique d'une voix chevrotante. Les auspex indiquent une concentration élevée de phycéline et de prométhium dans l'atmosphère, dit-il. Raedron, avide de félicitations, s'empara d'expliquer. Des signes d'explosion, votre magnificence. La population humaine demeure. Il semble qu'il y ait quelques frictions entre plusieurs factions. Erectus naquit sur les lèvres noires de Xanthine. Cette planète pourrait s'avérer un trophée de choix, juteux, sucré, mûr et gorgé de butin. Sérine, à n'en pas douter, avait mieux à offrir que ses récentes virées. Xanthine les adorait. Depuis quelques années, on était réduite à piller des colonies minières. En outre, de plus en plus fréquemment ces derniers temps, ils ne trouvaient sur leur chemin que des mondes en ruine déjà mis à sac par d'autres renégats. Des planètes sans intérêt, aux ressources dérobées, aux armes volées, et à la population déjà massacrée, sacrifiée ou emmenée en esclavage. Plus d'une fois d'ailleurs, les mondes impériaux avaient privé les hérétiques du plaisir de la chasse, en s'immolant eux-mêmes. Sur Bax 3 par exemple, une valeureuse légion de titans s'était scindée en deux groupes distincts, qui s'affrontèrent dans les ruines de la plus vaste cité de l'unique continent, jusqu'à ce que la bataille arrive au point mort. Des forces égales, incapables d'accepter la défaite. Les deux factions choisirent finalement de faire imploser leur réacteur à plasma, emportant dans la tombe plusieurs millions d'âmes et irradiant gravement les colonies planétaires devenues inhabitables. Un désaccord fondamental avait mené à la rupture entre les deux princeps senioris, responsables du cataclysme, pourtant sœurs de naissance. L'empereur était-il mort ou avait-il simplement abandonné son impérium? Le gouverneur de la planète Orx avait quant à lui préféré saboter les boucliers Void et asphyxier son monde. Mieux valait à ses yeux une mort rapide et douce plutôt que l'oubli éternel promis par la cicatrice maledictum. Xanthine avait conservé le journal du gouverneur. Il en appréciait la lecture et trouvait amusant d'analyser la logique perverse qui avait amené un homme, un mortel qui plus est, à ôter en un geste la vie de plusieurs millions de ses congénères. Les écrits du gouverneur restaient sensés et réfléchis jusqu'à la dernière page. L'homme n'avait pas succombé au délire ni à la démence à laquelle beaucoup d'entre eux, à sa place, auraient pu succomber après avoir été témoins d'une telle déchirure dans la réalité. Xanthine ne trouvait aucune faille dans son argumentaire. Il aurait seulement souhaité être là, au moment où le gouverneur avait désactivé les boucliers, pour jouir du spectacle en direct. Chacune de ces expéditions offrait un avant-goût de la misère humaine au papy de Xanthine, mais sa bande de guerre était en manque de ressources bien plus terre à terre. Chaque nouveau voyage infructueux épuisait un peu plus les réserves. Il leur fallait des munitions, des armes, des esclaves et des drogues. Xanthine, debout sur la terre désolée des mondes qui n'avaient plus rien à offrir, éclata en sanglots. Des êtres inférieurs avaient déjà pillé toutes les ressources qu'il aurait pu y trouver.
zélote hurlant et frénétique du dieu du sang, austère dévot de Nurgle, perdu en psalmodie, ou peut-être les laquais de l'architecte du destin, pénible et bavard. Tous l'avaient devancé. Pire encore, Xanthine exhumait parfois les preuves irréfutables du passage de la Black Legion, l'assortiment d'imbéciles, de barbares et de pleutres au service d'Abaddon. Suivait la piste des adorés depuis des décennies. Xanthine ne savait même plus quand est-ce qu'ils avaient commencé. Il savait en revanche que la traque se poursuivait jusqu'à sa mort ou à celle d'Abaddon. Le maître de guerre de la Black Legion ne lui pardonnerait jamais le meurtre de son lieutenant, son toutou favori, sa désertion des enfants du tourment, et plus encore la formation de sa propre bande de guerre, faisait qu'ajouter à l'insulte et à l'affront. Abaddon s'était juré de soumettre la galaxie entière, et cela commençait par assujettir d'abord les autres guerriers de l'Erecticus Astartes. Aucune rébellion ne pouvait être tolérée. Xanthine, quant à lui, voyait dans le fait qu'Abaddon n'arrivait pas à mettre la main sur lui la confirmation de son propre génie. L'autre explication, celle qui voulait que le maître de guerre ne prenne pas la peine de le chercher, ni ne sache vraiment qui il était, ne lui traversa jamais l'esprit. Par chance, les brutes du fléau étaient faciles à berner. Elles se mouvaient toujours en droite ligne, tandis que Xanthine permettait aux caprices de son équipage de moduler la route des adorés. Vavisk, le marine du vacarme, était son frère le plus proche, toujours à traquer les champs de Slaanesh. Karantum, le démoniste, était un ancien des Warbearers, aujourd'hui consumé par ses passions à l'instar des autres guerriers de Xanthine. Sa quête de démons toujours plus exotique ne s'arrêterait jamais, et il souhaitait les cataloguer et les éprouver tous. Sarkil, orchestrateur, nourrissait des obsessions bien plus pragmatiques que le reste de la Légion, et s'assurait que les adorés disposent d'un flux constant de matériel et de nouvelles recrues. Hélas, l'un comme l'autre venait à manquer. Xanthine savait qu'il prenait un risque. Lancer l'invasion d'un monde impérial, même déjà ravagé par une insurrection interne, le mettait en danger. Mais Cérine était trop alléchante. Il avait une chance de mettre un terme à la période de disette qu'avait accaparé les adorés. Je peux t'offrir tellement plus, ronronna Sanche. Il l'ignora et savoura l'instant. Une planète entière, fraîche et vierge, son ventre mou, exposé, si tentant. Une véritable aubaine pour le plus jeune des dieux du chaos. Xanthine passa sa longue langue sur ses lèvres noircies, et il prit la parole. Oh, comme Pierrot détestait courir, ses genoux protestèrent à chaque flexion de ses jambes engourdies par l'oisiveté, et il sentit la sueur abîmer la soie de son pantalon. Il poussa un soupir, se rappelant qu'Élise ne lui avait même pas passé l'huile sur ses talons fendillés ce matin. S'il se tirait de là vivant, il craignait de se réveiller le lendemain avec une peau atrocement sèche. Rogir lui manquait. Comment était-il censé courir alors qu'un deuil si terrible lui pesait sur le cœur? Sans parler du copieux petit déjeuner préparé ce matin par son fidèle valet. Les explosions approchèrent depuis les premières lueurs de l'aube. Une chorale de cris s'y ajoutait à mesure que le soleil grimpait vers son zénith. Rogir, après avoir servi son petit déjeuner à Pierrot dès le réveil, avait commencé à faire les 100 pas sur le parquet ciré du chalet de son maître. Rien ne semblait pouvoir calmer son agitation. « Voyons, Rogir, avec calmement dit Pierrot, nous sommes en sûreté ici, mon ami. » Les murs, comme d'ailleurs l'entièreté du chalet, étaient somptueux, parés de marbre vert veiné d'or. Il n'en était pas moins fonctionnel, le cœur de ferro-béton, isolé de la froidure de la nuit en haute altitude, et pouvait arrêter à peu près n'importe quoi à l'exception peut-être d'un tir direct de canon. Une pierre angulaire ornait le dessus de la porte d'entrée, un héritage transmis par le Pierre de Pierrot, qui, selon lui, provenait d'une antique carrière de francs sur Terra elle-même. Et puis il y avait les gardes, de robustes gaillards aux petits yeux perçants, patrouillaient le périmètre du chalet, armés de solides fusils laser, prêts à l'emploi. Pierrot voyait parfois à travers les doubles fenêtres de la bâtisse passer le crâne chauve de soldats effectuant leur ronde. Un choix capillaire austère certes, mais qui devait s'expliquer par quelques rituels ou défis entre hommes d'armes. Ou peut-être était-ce une mode. Si c'était le cas, il fallait qu'il s'en assure. Passer à côté d'une nouvelle tendance était la dernière chose que Pierrot voulait risquer. Cela faisait un moment qu'il n'avait plus vu aucun garde ce matin-là d'ailleurs, et il avait alors commencé à s'inquiéter. Rogir avait-il appelé d'une voix plus autoritaire? Le domestique n'avait même pas levé le nez. L'irritation qui nouait la prodigieuse panse de Pierrot laissa vite place à une rage affreuse, nourrie à la fois par la peur grandissante et l'habitude d'une vie passée à se faire obéir. « Rogir !» s'écria-t-il d'un ton hystérique. « Viens sur le champ !» Rogir, cette fois, releva la tête, et Pierrot crut un instant que son laquais avait retrouvé le sens du devoir. Toutefois, et pour la première fois depuis tout le temps qui était à son service, l'homme ne lui obéit pas. Au lieu de quoi, Rogir avait tourné les talons, ouvert grand la porte de bois dur,
une remarquable pièce d'ébénisterie ornementée commandée par le père de Pierrot, et s'était apprêté à courir. Il avait voulu fuir le luxueux chalet de son maître. Rogier n'eut le temps de faire qu'un pas, avant d'être coupé en deux par une lame de scie de la taille d'une écoutille de taurox. Le fendoir lui était passé à travers le corps au niveau des hanches, et s'était profondément figé dans le bois ancien du cadre de porte. Pierrot, adossé au coussin de son sofa à cette place, vit mourir son valet. Les jambes de Rogier retombèrent mollement au sol, mais son torse resta sur le couperet planté à l'horizontale. Ainsi dressé, droit et fier, il rappelait un peu les gâteaux que Lady Sommelet faisait servir lors de ses banquets de minuit. Du sang épais, couleur lit de vin, dégoulina des entrailles exposées de Rogier. Pierrot grimaça. La mare se répandait sur le plancher jusqu'à imprégner le lourd tapis décoré des amours familiales de Pierrot, ce qui faillit le faire pleurer. Un tapis tissé à la main par les enfants artisans de Diltine. Il n'eut pas le temps de sangloter. Une terreur abjecte le força à quitter son confortable canapé, et ses jambes replètes portèrent difficilement son énorme masse jusqu'à la trappe dans la cave à vin, celle qui dissimulait l'un des nombreux souterrains d'évacuation dont était équipé son chalet. Tout ceci était très fâcheux, songea Pierrot en claudiquant dans la faible lueur du luminateur, vers une sortie qu'il espérait plus proche qu'elle n'en avait l'air. À bien y réfléchir, Rogier n'avait eu que ce qu'il méritait. Quelle idée d'ouvrir cette porte de vouloir partir, plutôt que de s'occuper de son maître comme il se devait. Et qu'avait-il exactement crié au moment de sortir? Pierrot se demanda si le domestique avait une famille. Il n'avait jamais pensé à lui poser la question. Il faut dire qu'il s'en fichait un peu. Plus important était que Rogier n'avait pas crié son nom. Son fidèle valet, pourtant si dévoué depuis 17 années, avait obligé le très estimé vice-trésorier de Sérine à se lever et à courir. Quelle indignité fulmina Pierrot en continuant de trotter dans le tunnel. Il finit par trébucher et s'arrêta, trempé de sueur, pour s'appuyer un moment contre la paroi sous la trappe de sortie. Sa poitrine se gonflait à peine, malgré sa respiration haletante. Pierrot entendait le tumulte d'affrontements à l'extérieur. Il reconnut le staccato régulier de mitraillettes, le tumulte de plusieurs explosions, ainsi que des éclats de voix montant et descendant par vagues successives. Un dernier bruit enfin le rassura grandement, un sifflement de moteur. Le spatioport de Sérine n'était pas loin, et toujours en service. Il allait pouvoir se frayer un chemin jusqu'à un navire, faire jouer ses relations et s'échapper dans le confort de l'espace en attendant que la milice planétaire ne mate les insurrections. S'il survivait, se dit-il, malgré ses talons secs. Jamais le calme ne régnait à bord de l'Exhortation. Couinements, gémissements résonnaient jusque dans les recoins les plus obscurs. Les ponts des moteurs, là où des créatures autrefois humaines au large sourire sur le visage dansaient dans les artères et les câbles palpitants, gorgés de fluides rouges visqueux. La cale n'était pas plus tranquille, et même les liquides qui s'accumulaient là étaient agités de vaguelettes créées par le vacarme. Des entités sveltes et gracieuses à la peau belle et lustrée nageaient dans une mer de narcotiques usés qui avait ruisselé jusque-là au cours des siècles. Leurs mouvements faisant clapoter la surface de cette curieuse barbotière tandis qu'une litanie distordante battait la cadence de l'univers lui-même, la mélodie de toutes les beautés et les souffrances que contait la réalité. Aux oreilles d'un mortel, la cacophonie aurait été un cauchemar incarné. À celle de Xantine, c'était une musique exquise, qui aimait à fredonner lorsqu'il remontait à pied les coursives de l'Exhortation, garnies d'épais tapis. Il était en ce jour en route pour rendre visite à Vavix son frère. « Pourquoi nous faut-il encore nous entretenir avec les tiens ?» demanda Sange à mesure que Xantine approchait des appartements de Vavisk. « Parce qu'il s'agit de frères des empereurs Shidren, et que j'ai besoin de leurs conseils. » Mensonge. Tu les courtises, tu cherches leur approbation parce que tu crains qu'ils ne te trahissent. Xantine éclata d'un rire creux. Tu as beaucoup partagé mon corps, démon. Jamais tu ne comprendras comment fonctionnent les miens. Je connais ton âme, dit Sange. Tu souhaites rallier tes frères à ta cause, un souhait stupide, une cause stupide. Nous sommes si puissants, mon aimé. Toi et moi n'avons besoin ni de ce monde, ni de tes frères, ni de leur fourberie. Nous ne sommes pas assez puissants, admit Xantine. Tu désires retrouver ta gloire d'antan, n'est-ce pas? Dans ce cas, il nous faut des armes, du matériel, des esclaves. Cette planète nous fournira tout cela, et en abondance. Tu te trompes, dit la démone. C'est un monde malade, je le sais. Eh bien, je serai son remède. Sur ce, Xantine porta toute son attention sur les œuvres d'art accrochées au mur de la galerie centrale de l'Exhortation. Il était lui-même l'auteur de nombreuses pièces, une représentation de la cité du Cantique,
avant sa destruction par la Black Legion. Faite de cristal et d'éclats d'os, une étude minutieuse de la physiologie à Aeldari est réalisée en aplatissant l'un de ces perfides xénos entre deux plaques de plastacier transparentes séparées d'1 micron seulement. Le tout serti dans un cadre doré. Son père génétique avait été un artiste lui aussi, et Xantine était fier de perpétuer les talents de son primarque. Toutefois, si Fulgrim était adepte de techniques plus traditionnelles, Xantine était avide de matériaux nouveaux, de supports toujours plus expérimentaux, et ne pouvait prédire le prochain moment où viendrait l'inspiration. Elle avait donc laissé son épaulière droite sans aucun ornement. Elle contrastait ainsi avec le reste de son armure, riche de motifs baroques, de couleurs criardes et d'images complexes. La surface nacrée de l'épaulière étant comme une toile vierge. Il s'y penchait souvent au plus fort de la bataille, lorsque les cocktails de drogue lui montaient à la tête afin d'y peindre ce qui lui traversait l'esprit. Il employait alors les matières brutes offertes par le combat. Sang, excréments, innombrables fluides corporels prélevés sur toutes les races peuplant la galaxie, et dont Xantine avait une connaissance encyclopédique. Son épaulière était un palimpseste d'excès accumulés. Il la nettoyait après chaque offensive. Mais il demeurait toujours quelques traces, quelques odeurs, quelques souvenirs de guerre passée et d'ennemis fauchés. Son autre épaulière arborait un trophée arraché à l'un des adversaires en question. Le crâne blanchi d'un xéno exotique au museau allongé et privé de sa mâchoire inférieure, encore recouverte par endroits de quelques lambeaux de peau aux plumes bigarrées. Xantine avait brisé la lame de satin, l'antique arme à Aeldari qui servait jadis de clé à la prison ésotérique de Sange. Sur le flanc de cette bête, un éclat de cette même lame constituait aujourd'hui la lame de sa rapière. Une arme qui avait sobrement baptisé Angoisse, dont la garde était façonnée à partir d'os à Aeldari. Xantine portait souvent son harnois complet, même lorsqu'il se trouvait à bord de l'exhortation, car il appréciait les sensations transmises par la céramique à sa peau élastique. En outre, arpenter les coursives de son navire en armure était une démonstration de force, et faisait comprendre à ses sous-fifres qu'il serait prêt à relever n'importe quel défi en un battement de cils. Il avait remporté la frégate lors d'un duel à mort contre son ancien propriétaire Ophoros, son commandant de jadis, et Sange avait au moins raison sur un point. Certains dans son équipage songeaient certainement à prendre sa succession de la même façon, les tenir en respect, demander de la force brute, ce pourquoi il avait compté sur l'assistance de Sange, mais également de symboles forts. Et c'était justement pour l'effet symbolique que Xantine avait choisi de revêtir son armure maintenant. La cuirasse était un amalgame de pièces récupérées sur des champs de bataille en flammes ou gagnées en combat singulier, ajustées ensemble sur l'arnois d'origine, celui qu'il s'était vu remettre à son entrée dans les rangs des Empereurs Children sous le commandement de Fulgrim. Xantine savait que son plastron emplissait d'honneur et de loyauté les deux cœurs de la plupart de ses frères, et ce malgré le blason frappé d'un cerf ailé aux griffes tordues de sorte à dessiner le sceau de Slaanesh. Il retrouva Vavisk dans la chambre de l'exultation, située à l'arrière de l'exhortation. Son frère était le maître du cœur de l'hoste des marines du vacarme des adorés, et si Xantine ne pouvait voir les guerriers, il pouvait assurément les entendre. Ils chantaient plus fort que jamais, le conclave secret, enhardi par l'entrée dans un nouveau système planétaire, avait augmenté le volume ainsi que le tempo. La symphonie se réverbérait à travers les os et les liquides de son corps, agitait le sang dans ses veines, les acides de son estomac et l'humeur aqueuse de ses globes oculaires. Vavisk, en chef d'orchestre, dirigeait le chœur invisible depuis l'orgue de l'extase, et avait lui-même conçu l'imposant instrument. Des décennies durant, Vavisk avait été obsédé par la traque des plus belles voix de la galaxie. Le chanteur à la fois assez talentueux et assez malchanceux pour croiser la roue des adorés avait été capturé et ramené à sa chapelle. Ce n'était pas la première fois que Xantine voyait l'orgue loin de là. Il avait même accepté quelquefois de dévier la course de l'exhortation afin d'aider son frère à parachever son œuvre. Et pourtant, l'instrument l'époustouflait toujours autant qu'au premier jour. Vavisk se tenait en son centre et chantait dans l'office frémissante, ouvrant sur une forêt de tuyaux d'or. Les tuyaux s'enroulaient les uns autour des autres comme un réseau de nerfs, avant de plonger chacun dans le gosier d'un homme. Des tuyaux enfoncés dans l'estomac de chaque mortel reliaient un tuyau sonore injecté suffisamment de pâte nutritive pour le conserver en bonne forme et assurer que sa voix soit toujours assez forte. D'autres tubes, ceux-ci plus larges, évacuaient les déjections des intestins des vessies. Enfin, de petits câbles fins, connectés aux chevilles et aux poignets de chaque humain, enregistraient en permanence l'état des fonctions vitales. Vavisk était très protecteur avec les mortels qui constituaient son orgue.
et réagissait immédiatement aux premiers signes de malaise ou de maladie. Les résultats étaient fascinants. Lorsque Vavix chantait, son timbre était amplifié 100 fois par des rangées successives d'instruments vivants. Les mâchoires des mortels se mouvaient en parfait unisson afin de reproduire les notes émises par le maître de chœur, chacune ajoutant son inflexion personnelle à la symphonie. Xantine resta un moment immobile et permit à son frère de poursuivre son œuvre sans interruption. Et ce fut Vavix qui finit par mettre un terme au chant et faire taire l'orgue de l'extase, et redressa son corps contourné par le warp. Xantine le hala tandis qu'il se levait. « Quelle composition !» Vavix lança-t-il. Avec une nonchalance savamment étudiée, il examina les lames qui hérissaient ses grèves. Xantine aurait jadis embrassé son frère et savouré l'étreinte d'un guerrier aussi cultivé que lui, mais il ne pouvait plus se permettre de traiter un subordonné avec de tels égards, même dans la relative intimité de la chambre. Malgré tout, son corps se languissait du contact de son frère. Vavix était aussi son plus vieil ami, si tant qu'un tel mot ait le moindre sens au sein d'une légion de jouisseurs et de libertins. Quoi qu'il en soit, Vavix était l'être qui en avait fait le plus pour Xantine dans toute la galaxie. Ce n'étaient ni les sélectionneurs de la Légion qu'il avait repérés dans l'une des écoles de la noblesse de Shemo, ni les sergents et capitaines des Emperor Children, ni même son primarque dilettant, celui que l'on surnommait le Phénicien, plus intéressé par l'assouvissement d'appétits incompréhensibles que par ses propres enfants. Ce fut Vavix qui intégra les Emperor Children en même temps que Xantine. Vavix qui combattit à ses côtés au cours de la Grande Croisade. Le souvenir de sa bravoure et de sa loyauté gagnait lors de ces batailles, contrebalançant par le goût de cendre que laissait dans la bouche de Xantine le fait d'avoir guerroyé pour l'empereur Kadar. Ce fut encore Vavix qui l'extirpa des ruines de la cité du Cantique, lorsqu'Abaddon fit écraser le navire de Garthacloc sur le monde de l'Harmonie. Sans l'intervention de son frère, Xantine aurait été incinéré en même temps que plusieurs milliers d'Emperor Children et quelques millions de mortels. Ces restes se seraient alors amalgamés aux étendues de verre fondu, de roches liquéfiées et de matière organique, seul vestige de la civilisation autrefois florissante de la planète. Ce fut toujours Vavix qui se tint à ses côtés lorsque Xantine se retourna contre son seigneur de guerre et employa la force de la démone avec laquelle il partage son corps pour décapiter Ophoros. Lui-même, anciennement membre de la 3e Légion, avant qu'elle ne devienne la marionnette d'Abaddon. C'était en compagnie de son frère bien-aimé que Xantine s'était emparé de l'exhortation et avait fui la Black Legion pour tracer sa propre route. C'était pour toutes ces raisons qu'il était si peiné de constater à quel point Vavix perdait la raison. Oui, Xantine, il chante ainsi parce que nous approchons. Nous sommes plus près que jamais de retrouver notre primarque et réunir à nouveau la Légion. Xantine fit de gros efforts pour ne pas lever ses yeux turquoise au ciel. Il appréciait beaucoup la confrérie de Vavix. Mais les marines du vacarme en voulaient toujours plus. Échapper à la horde de barbares et de malfrats à la solde d'Abaddon avait ravivé l'esprit d'unité de Vavix, qui désirait à présent rassembler les bandes éparses des Emperor Children sous le regard paternel de leur primarque transcendé. Le maître de chœur prétendait d'ailleurs être guidé dans sa mission par une mélopée, un rythme primordial, dont il tentait désespérément de capturer les vibrations dans l'espoir de retrouver le palais de Slaanesh. C'était là qu'il pourrait s'adresser au primarque et le convaincre de retourner à ses enfants. Xantine, pour sa part, n'entendait que les ululements aléatoires d'une galaxie frétillante de jouissance et de douleur, une mélopée d'ailleurs très agréable à l'oreille. Xantine permettait à son frère d'assouvir la plupart de ses fantasmes. Il avait même assisté dans l'exécution de plusieurs de ses projets tels que l'orgue d'extase. Il n'en restait pas moins un homme de culture, de connaissances. Il savait fort bien que les Emperor Children ne pourraient jamais se réunir en une seule et même légion. Les 10 000 années de la longue guerre les avaient rendus bien plus indolents et frivoles pour cela. En outre, même en supposant qu'un événement d'une ampleur suffisante parvint à les convaincre de s'unir, le retour d'un Fulgrim décidait à veiller sur eux par exemple, Xantine devrait accepter de se subordonner de nouveau à un maître. Vavix poursuivit, grisé par son idée fixe. Nous serons bientôt entiers, Xantine. Une légion complète, chantant et priant à l'unisson. La respiration sifflante du guerrier rappelait le son d'un air humide à travers un vieux accordéon. Xantine approcha de son ami de longue date. Une nouvelle opportunité s'offre à nous, mon frère, en surjouant l'enthousiasme. Une planète qui pourra nous rassasier.
Xantine entama quelques allées et venues sur la scène dont les planches de bois sombres ployaient sous ses lourdes bottes blindées. Un monde que nos cousins n'ont pas encore souillé, pourtant déjà coupé au regard moribond de l'empereur cadavre, reprit-il en se tournant vers le marine du vacarme. Nous pouvons nous l'approprier, Vavisk, le faire nôtre. Vavisk ne répondit rien. Imagine, insista Xantine, imagine une cathédrale érigée en ton nom, et toi comme maître de cérémonie, guidant le chant de tes ouailles par milliers, par millions. Rejoins-moi, soutiens-moi et je pourrai t'offrir cela. Je n'ai besoin d'aucune cathédrale, Xantine, pas plus que d'ouailles, rétorqua Vavisk, dont le regard était toujours perdu quelque part au fond de la chambre. Et toi non plus, la musique nous mènera au plaisir divin. Chaque pas de côté nous éloigne un peu plus de l'objectif. Songe à la grande nef, Vavisk, bien plus majestueuse que cette pauvre soute. Songe aux instruments, aux voix que tu pourrais faire résonner. Et qu'arrivera-t-il pendant que nous bâtirons cette folie? La musique continuera de jouer sans nous. Xantine changea de tactique. Il s'agit d'une excellente occasion de nous ravitailler, nous réarmer, de nous réhabituer aux sensations de la galaxie. Mes adorés ont besoin de se substanter, Vavisk. Un plaisir qu'on partage est un plaisir décuplé. Ne te mets pas au travers de leur chemin. J'ai parlé à Sarkil. Je sais que nous avons assez de vivres, d'équipements et d'esclaves pour tenir jusqu'à l'œil et rejoindre nos frères. Une autre approche alors, songea Xantine. Combien de batailles as-tu menées avec moi, Vavisk? Qu'est-ce qu'une de plus ou de moins? Au nom de notre amitié, nos deux lames étincelantes, ensemble dans la gloire du combat. Xantine marqua une pause, dans l'espoir que ce dernier argument fasse mouche. Je ne suis pas idiot, Xantine, répliqua Vavisk, dont les yeux injectés de sang parurent s'illuminer sous le coup d'une ire soudaine. Je saisis bien tes machinations. Tu n'es pas en train de me faire une fleur. Oh non, tu as besoin de mon soutien pour convaincre nos frères de se lancer dans cet assaut. Et si tu avais voulu me parler maintenant, avant le vote, c'est que tu crains de ne pas le remporter. Nous sommes les Emperor Children, ne combattons pas s'il n'existe pas d'espoir de gagner. Mais nous pouvons gagner, mon frère. Avec toi à mes côtés, nous pouvons triompher de tout. Vavisk se tourna enfin et rendit son regard au seigneur de guerre. Les millénaires d'expérience et de fatigue marquaient durement ce qu'il restait de sa face. Il n'a jamais été beau, tandis que la majorité des Emperor Children devaient leur plastique exceptionnel à l'héritage génétique de leur primarque, qui leur avait transmis ses pommettes hautes, son nez fin et ses yeux violets. Vavisk avait une mâchoire carrée qui trahissait son ascendance. Il était né dans l'une des familles d'ouvriers d'usines de Shemo. Xantine, depuis le jour où il avait servi aux côtés des Iron Hands lors de la Grande Croisade, n'avait cessé de trouver que son frère ressemblait plus à l'un des fils de Ferus Manus. Les autres Emperor Children avaient eux aussi noté cette ressemblance, sans doute jaloux du lien particulier qui unissait Xantine et Vavisk. Il les avait taquinés souvent en les comparant aux deux primarques. Xantine, de par ses traits délicats et ses cheveux qui lui tombaient aux épaules, était un parfait Fulgrim, quand Vavisk avait l'attitude pugnace et franche d'un Ferus. Cette plaisanterie d'abord bon enfant prit un tour bien plus sinistre lorsque Fulgrim décapita son frère sur Isvan V. La troisième légion se délita, donnant naissance à de multiples bandes rivales, et la plaisanterie persista parmi les anciens frères devenus ennemis. On a cessé de l'entendre depuis quelques années, depuis que Vavisk s'est mis à ressembler à ce qu'il est maintenant. Il n'a plus rien d'un Iron Hand. C'était à peine s'il avait l'air humain. Sa mâchoire, autrefois angulaire, était déformée, engloutie par l'émetteur Vox qui formait la partie inférieure de sa face. Xantine ne savait pas si la grille était une relique de son casque Mach 4 ou si elle avait simplement poussé depuis l'intérieur du corps muté du légionnaire. Après plusieurs millénaires à sillonner les courants du Warp, il n'espérait plus obtenir de réponse claire à ce genre de questions. La peau au-dessus de l'émetteur facial pendait mollement aux pommettes enfoncées de Vavisk, comme le suif au sommet d'une chandelle allumée. Quelques touffes de cheveux blancs et secs parsemaient çà et là son crâne piqueté de taches brunes, et encadraient des oreilles enflées et désormais cannelées pour mieux capter les sons. Ses yeux, enfin, étaient si injectés de sang que même l'iris avait une teinte rouge. Ses yeux, toujours si fatigués. « Pourquoi crois-tu que je te suis, Xantine » demanda Vavisk. « Parce que je suis puissant » répondit Xantine. La réponse lui semblait évidente, cela allait de soi. Vavisk soupira. « Tu pourrais être le meilleur d'entre nous, dit Vavisk, d'un ton tout à coup aussi éreinté que ses yeux. Mais tu t'es enchaîné à cette chose qui porte ta peau comme un manteau. Ce genre de soumission ne te scie pas. » Xantine tout à coup céda à la colère.
Surveille ta langue, mon frère, avant que je ne l'arrache de ta gorge en lambeaux pour mieux la surveiller moi-même. Sanj, inopiné, revigoré par son soudain accès de rage, remua dans sa poitrine et vint tourner autour de sa conscience comme un monstre marin ayant tumé une goutte de sang dans l'eau. Quelle insolence, mon chéri, minauda-t-elle en s'enroulant sous Xantine. Il nous trahira, tu verras. Non, répondit intérieurement Xantine, non pas lui. Je te demande un conseil, parce que tu t'es montré sage, Vavix, reprit-il. Mais la sagesse peut prendre plusieurs formes. La sagesse de savoir quand combattre, et celle de savoir quand se replier. La sagesse de savoir quand accéder au désir de tes supérieurs. Xantine sentit Sanj palpiter en lui à mesure que bouillonnait sa colère. Ce navire est le mien, et les adorés sont à mes ordres. Ce sont mes guerriers, tu es mon guerrier. Lorsque je t'appelle au combat, j'attends que tu répondes. À moins que tu ne préfères que je te renvoie moi-même chez Abaddon et que je te laisse lui expliquer tes crimes. Vavixk, pour la première fois depuis des millénaires, resta silencieux. Même les multiples bouches sur son cou cessèrent leur incessant babil. Ses yeux rouges derrière leurs paupières tombantes dévisagèrent Xantine. L'obscurité leur donnait l'air de deux globes presque noirs. « Frappe-le » murmura Sanj. « Personne ne peut se dresser contre nous. » Xantine fit volte-face et quitta la chambre à grands pas. Son poing droit s'ouvrait et se redressait, sans même qu'il le veuille. Fin du chapitre 2, Le Seigneur de l'excès de Rich McCormick, en espérant qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. La suite, très bientôt.